Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Crossroads de... Aujourd'hui, on va parler de Crossroads. Non ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Crossroads de Jonathan Franzen. Le titre, c'est par rapport au groupe de jeunes chrétiens qui va se former au sein de l'église réformée dans laquelle travaille le père. On peut le traduire par route croisée, et c'est un peu la construction du roman, puisqu'on va suivre chaque point de vue de chaque membre de la famille. Le père, déjà, pilier de la famille, mais aussi de la paroisse parce qu'il est révérend. Dès le départ, on peut voir que celui-ci a un rapport ambigu à sa foi, parce qu'elle agit un peu comme un titre honorifique, qui s'arrange avec elle quand c'est nécessaire et qu'il aime bien se morfondre en elle. C'est un père déchu, un père complexe et rejeté pour ses failles, et que pourtant on trouve attachant. On le suit dans sa jeunesse et on apprend comment il est devenu l'homme faible qu'il est. Sa famille mennonite qui rejette tout péché, son refuge dans la nature où il aide des Navarros, et aussi sa rencontre avec Marion, la mère. Ces parties du roman sont comme une part d'Amérique, sont comme un livre dans le livre qu'on aurait pu retrouver édité chez Gallmeister, une ode aux grands espaces et à la nature. À ses côtés, on retrouve Marion, sa femme, qui est devenue l'ombre d'elle-même. L'introduction sur son point de vue est très bien faite, parce qu'on se rend compte qu'elle souffre sans doute de dysmorphobie, en nous la décrivant comme une personne en surpoids tout le long, jusqu'à ce qu'elle s'écrie chez sa psychiatre. Vous savez combien je pesais ce matin ? 64,8 kg. On voit que chez elle, c'est la dualité qui domine son portrait. L'inadéquation entre l'image qu'elle a d'elle-même et ce qu'elle est en réalité. La culpabilité l'empêche de vivre comme elle le souhaite, et les analepses nous font comprendre pourquoi. Je ne veux pas trop en révéler, mais disons que nous avons encore affaire à un livre dans le livre. Et j'ai trouvé que la virtuosité avec laquelle le passé se télescope dans le présent était vraiment réjouissante. Après viennent le point de vue des 4 enfants, même si nous n'avons que ceux des 3 premiers. Et on retrouve des airs de tragédie grecque dans ces parties, dans le sens où quand la mère, Marion, prévient son fils qu'il pourrait souffrir éventuellement de maladies psychiatriques, puisque elle-même a subi un épisode psychotique dans sa vingtaine, cela précipite Perry dans la drogue. Et ainsi, dans une sorte de phase maniaque ou mégalomaniaque, dans laquelle il se prend pour Dieu, ce qui l'approche de la bipolarité de sa mère. Ce qui peut évoquer le mythe d'Oedipe, puisque on voit en fait l'inéluctabilité du destin. Quand on prévient les parents d'Oedipe, quoi qu'ils fassent, cela ne peut empêcher la prophétie de se réaliser. D'ailleurs, en parlant d'Oedipe, on peut observer aussi que le spectre de l'inceste rôde autour de la famille, avec les personnages de Becky et de Clem, le frère et la sœur. Ils ont une relation trouble et ambiguë, jusqu'à la fin, basée sur un amour très fort, trop fort, sur un besoin d'approbation qui les empêche chacun d'être eux-mêmes. On peut remarquer aussi que les 2 relations amoureuses qu'ils vivent agissent en miroir. Becky semble voir son frère en Tanner, et lui-même compare souvent sa petite amie à Becky, et finit par rompre avec elle puisqu'elle ne résiste pas à la comparaison. C'est un roman aussi sur la religion, avec toutes les nuances que ce sujet peut présenter. Car de l'extérieur, on peut se dire, voilà encore un roman qui va montrer comment la religion peut corseter les relations ou les émotions humaines. Mais non, pas vraiment. Chaque personnage a un rapport complexe avec, que ce soit conflictuel, comme les 2 frères, Clem et Perry, et on a l'impression que c'est aussi par opposition au père. Ça peut aussi être la révélation, comme pour les 2 femmes de la famille, qui au moment de la vie où elles sont le plus en perdition, trouvent la lumière, si je puis dire. Et ce qui est très malin, j'ai trouvé, c'était de montrer comment ça les façonnait, comment très subtilement, en toute nuance, cela les mettait dans le moule un peu le plus conservateur qu'il pouvait y avoir concernant les femmes, celui de la mère modèle. Et c'est en s'éloignant de ce modèle que Marion renaît. Ce qui était intéressant aussi, c'était de voir comment le fait d'être tellement dans leur intériorité nous permettait vraiment d'adhérer à chacune de leurs pensées, à chacune de leurs idées. Donc voilà, comme je vous l'avais dit la dernière fois, quand un livre me plaît vraiment, c'est plus difficile pour moi d'en parler. Et c'est aussi difficile d'en parler sans trop en révéler. C'est un livre long, mais j'aurais aimé qu'il dure encore plus. Le style se tient, n'est peut-être pas des plus originales, mais est agréable à lire. Franzen aime bien l'allusion. Il fonctionne par litote et par euphémisme. D'ailleurs, la fin va totalement dans ce sens et j'ai trouvé que c'était vraiment plaisant. Ce n'est peut-être pas de la grande littérature, mais
C'est divertissant sans non plus trahir le lecteur. Quand je parlais de la Blackwater, par exemple, cet été, c'était à ce genre de roman auquel je m'attendais. Un roman qui prend son temps, qui nous fait oublier le nôtre, qui m'a procuré par exemple beaucoup plus de plaisir que les livres de la sélection du concours de cette année. Donc un coup de cœur que j'ai eu pour ce livre et que je vous recommande chaudement. En tout cas, il me donne envie de découvrir le reste de la bibliographie de Jonathan Franzen. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.